Alors je sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais compris cette notion de flow dans des équations différentielles. La première fois que je l'ai vu, je captais juste pas. Je crois que j'étais vraiment mauvais. Pourtant j'étais quand même déjà en CE1. Et j'ai compris très longtemps après, genre en CM2, que ça avait un rapport avec les semi-groupes d'opérateurs dans les espaces de Banach. Donc si tu veux pas être un loser comme moi et avoir du flow, écoute bien cette vidéo, je te briefe sur le flow dans les équations différentielles. Ok, j'essayais de faire le mec sérieux pendant quelques minutes. On va expliquer quelles sont les solutions de cette équation différentielle et le démontrer. Je comprends vraiment pas pourquoi les profs ne font pas cette démonstration, parce qu'elle est hyper accessible et en plus elle montre comment ça fonctionne quels que soient les cas. Donc plutôt que s'embêter à retenir les différents cas particuliers, vous avez juste à retenir la mécanique générale et vous allez voir que ça marche comme ça, quelle que soit la situation du polynôme. Parce que oui, il y a un polynôme qui est associé à ce délire, je vais expliquer pourquoi. On veut donc résoudre cette équation différentielle du second degré où les coefficients devant les dérivés et devant y sont des nombres réels. Ça marche aussi avec des nombres complexes, ce que je vais dire. Donc on est dans le cas du second degré simple où les coefficients ne sont pas des fonctions. Notez qu'ici j'ai mis un coefficient 1, j'aurais pu mettre un a, mais si c'est du second degré, ça veut dire que a est non nul, et en divisant par a, je me retrouve bien avec un 1 ici, et un coefficient qui est devant y', et un coefficient qui est devant y. Tout ça est égal à 0, puisque je prends l'équation sans second monde. Donc on peut bien se ramener systématiquement à ce type d'équation avec un coefficient 1 devant y seconde. Tout d'abord, première étape, expliquons pourquoi, en fait, on associe à cette équation un polynôme. Parce qu'on voit qu'il y a un petit délire genre de polynôme, mais pourquoi c'est vraiment lié? D'où ça vient? Eh bien, pour le mettre en évidence, je vais faire ressortir un petit peu plus clairement l'opérateur de dérivation qui apparaît assez discrètement ici et ici. Donc je vais réécrire cette équation différentielle comme d2 sur dx2, j'avais oublié, de y, plus b dy sur dx plus cy est égal à 0. Où d sur dx est tout simplement l'opérateur dérivation que vous connaissez qui est défini pour les fonctions qui justement sont dérivables. Notez que pour l'équation différentielle est un sens, on suppose que y est deux fois dérivable. Et nous, ce qu'on va démontrer, c'est qu'il existe bien des solutions, des fonctions deux fois dérivables, vérifiant cette relation et on va donner leur forme. Et donc si je réécris cette équation différentielle en termes d'opérateurs, j'obtiens que l'équation différentielle revient à dire que j'ai d sur dx au carré. Attention, ce carré, c'est le carré de la composition, ça veut dire que j'applique cet opérateur une fois, puis à ce résultat-là, j'applique encore l'opérateur, plus bd sur dxy, plus c identité, puisque je laisse y tel quel, donc j'applique l'identité à y, est égal à 0. Ce qui peut également se reformuler comme l'opérateur d sur dx carré plus bd sur dx plus c identité, tout ça appliqué en y est égal à 0, en rassemblant tout ce qu'il y avait avant en un seul opérateur. Et cette notation, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle un polynôme appliqué en un opérateur. Vous avez déjà vu ça avec des matrices. Et bien en fait, ça peut se définir pour n'importe quel endomorphisme, et pas que en dimension finie. En fait, vous pouvez montrer que vous avez un morphisme d'algèbre, ou plus simplement un morphisme d'anneau, entre les polynômes et les endomorphismes, qui est simplement donné par cette application-là. Vous pouvez vérifier que c'est un morphisme, c'est-à-dire que ça respecte le produit sur les polynômes, et donc ça le transforme en la composition sur les endomorphismes. C'est évidemment linéaire en les polynômes, etc., etc. Donc en fait, ça serait écrit polynôme appliqué en l'opérateur différentiel d sur dx appliqué en y. Tout ça est égal à 0. Et comme l'application qu'on a définie ici est bien un morphisme d'algèbre, eh bien la factorisation du polynôme nous donne une factorisation pour la loi de composition de l'opérateur défini par p de d sur dx. Sauf que devine quoi? En algèbre, on a un théorème magnifique qui nous dit que tous les polynômes à coefficients complexes sont factorisables jusqu'à avoir un produit de facteurs de degré 1. Voilà pourquoi je dis que ça s'applique aussi si les coefficients sont complexes. Donc du coup, mon polynôme pourra se réécrire p de x est égal grand X moins alpha et grand X moins bêta. Notez que je n'ai pas de coefficient ici, parce que pour rappel, il n'y avait pas de coefficient devant le y carré, et donc le coefficient dominant de mon polynôme est égal à 1. Pour le moment, on va se restreindre au cas où b et c sont des coefficients réels, mais je répète que ça peut aussi se généraliser avec des nombres complexes, et d'ailleurs tu peux préciser en commentaire comment. Maintenant, même si b et c sont des nombres réels, eh bien ici, alpha et bêta peuvent éventuellement être complexes. Donc on va distinguer les différents cas, et on va expliquer que fondamentalement, ça marche un petit peu pareil. Donc on a un polynôme de degré 2, on fait les bails avec delta, le discriminant, toi-même tu sais, et donc ça nous donne delta est égal à 0, ou delta strictement positif, ou delta strictement négatif. Mais sois bien attentif, là, ça va fonctionner exactement pareil, quels que soient les cas. Dans le principe général, du moins. Pourquoi? Eh bien tout d'abord déjà parce qu'en regardant cette équation, on sait qu'on peut lui appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz. Le théorème est admis généralement en prépa et est démontrable dans sa forme complète et conséquente, généralement à partir de la L3.
Il vous dit que pour un ensemble d'équations différentielles, donc qui inclut celle-ci, non seulement il existe des solutions, mais en plus, pour tout couple de réels que vous vous donnez, il existe une unique solution maximale, c'est-à-dire définie sur le plus gros ensemble possible de réels, qui vérifie ceci, c'est-à-dire que cette solution maximale de l'équation, appelons-la E, eh bien, en 0, elle vaut la première coordonnée du couple de réels et sa dérivée en 0 vaut la deuxième coordonnée du couple réel. Donc, quel que soit le couple de réels que vous vous donnez, il y a une unique solution maximale à l'équation différentielle qui est telle que y de 0 vaut gamma 0 et y' de 0 vaut gamma 1. Sauf qu'on peut montrer que pour cette équation différentielle-là, les solutions maximales, ce sont tout simplement les solutions définies sur R et qu'elles forment un espace vectoriel. Très rapidement, c'est stable par somme et par multiplication par un réel. En fait, si on considère cette application qui a un couple de R2 nous associe l'unique solution qui existe d'après le théorème et qui est telle que y de 0 est égal gamma 0 et y' de 0 est égal gamma 1, et bien en fait vous notez que ça, c'est un isomorphisme d'espace vectoriel. C'est plus simple de le démontrer quand on le prend dans l'autre sens, et donc vous pouvez démontrer que cette nouvelle application est la réciproque de celle-ci. Ou sinon, vous pouvez démontrer que cette application est bien linéaire, on voit qu'elle est linéaire en Y quand Y est une solution, mais qu'en plus elle est surjective. C'est exactement le théorème de Cauchy-Lipschitz qui nous dit qu'elle est surjective, tout le monde dans R2 est atteint, mais qu'en plus elle est injective, puisque chaque solution maximale est unique à pouvoir arriver sur ce couple-là. Oui, mais là, vous avez un isomorphisme d'espace vectoriel. Or, ici, c'est un espace vectoriel de dimension combien? 2. Donc ça signifie que l'ensemble des solutions à cette équation différentielle E, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Et quand on a un espace vectoriel de dimension 2, qu'est-ce qu'on fait pour décrire tout l'ensemble de vecteurs de cet espace? Il suffit simplement de trouver une famille libre de 2 vecteurs, puisque, d'après un théorème de cours, une famille libre à 2 éléments dans un espace vectoriel de dimension 2 est nécessairement une base de cet espace vectoriel. Énoncé sur la liberté maximale, le fait d'être génératrice minimale, tout ça, tout ça. Donc si je trouve 2 fonctions linéairement indépendantes qui vérifient cette équation, j'ai gagné, je sais décrire toutes les solutions. Et c'est là que la factorisation du polynôme va nous aider, puisque la factorisation qui est ici va nous permettre d'avoir une factorisation intéressante de l'opérateur. En particulier, je peux réécrire l'équation différentielle comme ceci en ayant factorisé. Vous pouvez vérifier que ça commute, ça vient de la propriété de ce morphisme. Donc je peux le voir comme si j'appliquais d'abord cet opérateur à y et ensuite cet opérateur. Mais une condition suffisante pour obtenir 0, ça serait peut-être que d'abord cet opérateur appliqué à y soit 0. On est d'accord, ça ne serait pas nécessaire, mais ça serait suffisant. Si y est solution de cette équation différentielle, alors c'est gagné. Mais dire que y est solution de cette équation différentielle, c'est donc dire que cet opérateur appliqué à y vaut 0, et ça équivaut exactement à dire que y' est égal bêta y. Mais ça, d'après le cours de terminale, on sait quelles sont les solutions. J'ai fait la démonstration, donc tu peux checker sur mon profil. Et les solutions sont de cette forme-là pour K appartenant à R. Alors oui, tu vas me dire, mais attention, bêta peut être un nombre complexe. Et c'est vrai que même dans une équation de second degré, bêta, l'une des solutions dans la factorisation du polynôme ici, ça peut effectivement être un nombre complexe. Mais tu peux facilement vérifier, en généralisant à l'exponentielle complexe, que cette fonction est bien la seule solution de cette équation, même si bêta est un nombre complexe. N'hésite pas à poser la question en commentaire si tu veux des précisions sur cette exponentielle complexe. Donc une solution de cette équation non triviale, c'est donnée par ceci, quand bêta est différent de 0 évidemment. Mais rappelez-vous que j'avais juste besoin d'en trouver une, maintenant il m'en faut une autre pour que ça forme une famille libre et avoir toutes les solutions de l'autre équation. Bien, qu'est-ce que je fais? Ici j'ai dit que c'était commutatif. Donc l'équation peut tout autant se réécrire comme ça. Et avec le même raisonnement, je peux me dire qu'une condition suffisante pour annuler l'équation, ça serait que ça, ce soit aussi 0. Par le même raisonnement, équivaut à dire que y est solution de cette équation. Et que donc d'après le cours, y est de cette forme-là, dès qu'alpha est non nul. On met de côté les cas alpha ou bêta est égal à 0, parce que ça peut se ramener à des situations assez triviales. Dans 2 situations, soit alpha est égal à bêta, soit alpha et bêta sont distincts. Et alpha et bêta sont distincts, on est dans ce cas-là ou dans ce cas-là. Et dans les 2 situations, c'est pareil, on peut démontrer, exercice de prépa très intéressant, que la famille qui est formée par exponentielle bêta x et exponentielle alpha x est une famille libre. Fais la démo en commentaire. Donc dans le cas où alpha et bêta sont réels, les solutions vont tout simplement s'écrire comme ça, puisque on a trouvé une base de notre espace vectoriel de solutions. Et dans les cas où alpha et bêta sont complexes, eh bien on peut considérer les cas K' complexes tels que cette fonction est réelle, puisque nous on résout sur R, et donc on veut une fonction à valeur réelle,
et on va avoir la forme que vous avez eue dans votre cours.